aujourd'hui, ce qu'on va étudier, c'est la série de la somme des entiers. Donc, simplement, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 à l'infini. C'est une série assez classique, qu'on a tous déjà étudiée. Nous, l'approche qu'on connaît, c'est d'étudier la somme partielle. Donc, si on prend une somme de 0 à n des cas, on va avoir comme résultat de la somme partielle n facteur de n plus 1 sur 2. Et donc, quand n tend à plus infini, c'est égal à plus infini, donc c'est une série qui diverge. Donc là, on pourrait s'arrêter là. Mais nous, évidemment, on va chercher un résultat différent. Donc on va prendre un peu de recul, on va changer d'idée et on va introduire la fonction de zeta de Riemann. Donc c'est une fonction qui est extrêmement importante dans les mathématiques. Elle fait un pont entre l'analyse et l'arithmétique, notamment sur l'étude des nombres premiers. Nous, on ne va absolument pas étudier l'hypothèse de Riemann ou quoi que ce soit. On va surtout s'intéresser à son prolongement analytique. Étant donné que la fonction zeta de Riemann, si on l'évalue en moins 1, on a donc 1 sur k puissance moins 1, et donc ça fait simplement la série des entiers. Et donc c'est ce qu'on va chercher à évaluer pendant cet exposé. On va introduire l'ensemble H delta, donc, qui est défini comme z appartenant à C, tel que la partie réelle de z est strictement supérieure à delta. Retenez bien cet ensemble parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois pendant l'exposé. C'est l'une des parties les plus importantes pour l'étude de la fonction. Et donc cette fonction zeta, elle est définie sur H1, étant donné que si on prend la série des 1 sur k puissance s avec s à un nombre complexe, si on prend la valeur absolue, qu'on passe en exponentielle et qu'on sépare, on se retrouve finalement avec la série qui est égale à 1 sur k puissance la partie réelle donc de z. Et donc, vu que c'est une série de Riemann, cette série converge si la partie réelle de z est strictement supérieure à 1. Donc la fonction elle est bien définie sur H1. Et ensuite, nous on va chercher à aller plus loin, à la prolonger, et ça je vais laisser faire... Donc voilà, donc comme l'a dit Victor, notre but ça va être de prolonger notre fonction. Donc parce que moins 1, donc on aimerait bien évaluer notre fonction en moins 1, or c'est pas dans le domaine de définition. Donc on va s'intéresser à un type de prolongement spécifique. Donc on connaît déjà genre les prolongements continus, prolongement par continuité ou prolongement pour rendre notre fonction dérivable, ou même c'est infini. Et ici, on va s'intéresser à un prolongement particulier, donc c'est ce qu'on appelle un prolongement holomorphe ou analytique. Donc, on va définir donc, ce que c'est une fonction holomorphe. Donc, si pour un ouvert U dans C, on dit que f est holomorphe, si dans tout point de notre ouvert, donc il existe une limite à notre taux de variation, donc de la fonction f. Voilà, et on note f' cette limite. Voilà, donc c'est une sorte de dérivée au sens complexe. Voilà, donc on peut prouver que notre fonction de zeta sur H1 est holomorphe. Donc si on prend un compact, donc voilà, on peut montrer que la somme des n puissance moins s converge uniformément sur tout compact de H1. Ok, du coup pour prolonger, on va s'intéresser, on va essayer de repousser à chaque fois la limite. Donc au début on est à H1, dans le plan complexe on a juste toute la partie de partie réelle strictement plus grande que 1. Et donc on va essayer de repousser tout doucement pour aller jusqu'en moins 1 et ensuite évaluer notre fonction. Du coup la première approche qu'on peut avoir pour étendre cette fonction, c'est une approche par intégrale. Si on prend une somme, la zeta est définie par une somme, et donc une somme c'est analogue à une intégrale. Parce qu'une intégrale, c'est juste on va sommer des toutes petites parties et on en somme. Et donc la somme, c'est pareil. Là, j'ai tracé une courbe, et donc l'intégrale, en fait, c'est à peu près égal. C'est pas vraiment égal, parce qu'il y a toujours un reste, mais ça ressemble, c'est analogue, à juste la somme évaluée en 2, en 3, en 4, etc. Et du coup, en utilisant cette méthode et en évaluant le reste, on arrive à montrer qu'on peut prolonger jusqu'en H0. Il y a la preuve pas hyper intéressante, mais globalement on peut aller jusqu'en H0, mais ça ne va pas nous suffire, il va falloir continuer, aller encore plus loin pour aller jusqu'en moins 1 et évaluer zeta. Et donc du coup, on va améliorer encore ça, donc toujours la même méthode, mais en rajoutant des termes avec du coup la formule de Lermac-Laurent.
Donc c'est une formule assez infâme, mais qui marche bien. Donc là on retrouve bien notre terme, enfin on a notre somme, on trouve bien le terme avec l'intégrale. Ici c'est un reste qu'on va pouvoir rendre plus ou moins précis avec le grand N ici, et enfin c'est une correction, et le reste là-bas, qui est une intégrale pas possible à calculer, enfin on ne peut pas la calculer comme ça, du coup il faut utiliser des petites astuces pour la calculer. Ouais, du coup, la formule de Euler-Maclaurin elle est super pratique, mais comme l'a dit Valentin, on a un reste un peu infâme, et du coup on n'a pas du tout envie de calculer ça, parce que sinon c'est bien plus compliqué de calculer ce reste que de calculer des états, bref. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre un n qui est assez grand, et qui va nous permettre d'annuler cette fonction, parce que cette fonction, du coup, la fonction f c'est x puissance moins s, et si on la dérive assez un nombre nécessaire de fois, suffisant de fois, pardon, et qu'on l'évalue en s égale moins n, et ben on a ce terme-là ici qui vaut 0, et du coup le reste qui s'annule, et c'est parfait. Donc du coup c'est ce qu'on a fait. Donc notre reste s'annule, on a une formule du coup exacte qui va nous permettre de calculer zeta de moins n. Donc on obtient une sorte de somme qui est ici, et ensuite en faisant 2-3 calculs, on arrive à simplifier cette somme et arriver à cette formule finale. Et du coup ici cette formule elle est assez simple, et elle nous permet en plus de trouver quasiment tous les zéros de zeta, puisque on a le nombre de Bernoulli ici qui est Bn plus 1. Et ce nombre de Bernoulli, quand n plus 1 est impair, ça vaut 0. Donc ça veut dire que tous les zeta de moins 2n sont égaux à 0. Et du coup, quand on évalue la fonction, quand on évalue n en 1, on trouve moins 1 deuxième. Pour conclure, on aurait pu aussi utiliser d'autres formules. Donc là, on a utilisé la formule de Euler-Maclaurin pour repousser petit à petit le plan, le prolongement des zeta vers la gauche. Mais on peut aussi utiliser des techniques plus spécifiques à zeta qui sont moins intéressantes dans le cas général et qui permettent d'établir une équation fonctionnelle entre donc, zeta de s sur le plan h1 et zeta de 1 moins s, donc la partie à gauche de h théorique. Il y a la preuve fallacieuse ici. Ils veulent vous arnaquer un peu. Donc du coup c'est une preuve qu'on trouve sur internet, c'est un truc où on manipule des infinis et on arrive à trouver le résultat, mais en soi on pourrait montrer que ça vaut n'importe quelle valeur, mais on va vous la montrer parce qu'elle est rigolote quand même. Voilà, ouais, du coup, donc on part de 3 sommes infinies, donc la dernière c'est celle qui nous intéresse, et du coup on va utiliser les deux premières pour arriver petit à petit à la valeur finale. Donc au début on a 1, moins 1, plus 1, etc. Et du coup quand on réarrange les termes, donc si on multiplie par moins 1 tous les termes et qu'on rajoute plus 1, on retombe sur la même valeur. Du coup on en déduit que 1 moins a égale A, donc ça veut dire que A égale 1 demi. Donc première truanderie. Deuxième truanderie, on va utiliser B et on va enlever moins A. Et du coup là, en sommant terme à terme, on a les moins 1, plus 1 qui s'annulent, etc. 3 moins 1 ça fait 2. Et du coup on retombe en sommant, on se rend compte qu'on retombe sur moins B. Donc là on va réduire B égale 1 sur 4. Et on utilise le même procédé pour la dernière somme. Et du coup on trouve C égale moins 1 deuxième. Mais c'est un peu une arnaque parce que du coup on pourrait tout à fait choisir de sommer par exemple, de décaler les termes d'un et on ne retomberait pas sur le même résultat. Donc c'est pour ça que c'est vraiment complètement fallacieux. Bon alors. Ah là là, donc comment c'est par ici? C'est quoi un contact? C'est un fermé borné En dimension Ah, finie. non, c'est Comme on est dans c'est Vous l'avez pas dit. On est passé un peu vite sur on est passé vite. C'est quoi un fermé? c'est retrouvé en termes de... C'est quoi? Une autre question. C'est la même. Moi, c'est savoir, dans vos formules comme Maclaurin, voilà, vous utilisez des petits A indice B, des petits B indice. C'est des entiers. Oui, c'est le nombre de Bernoulli. le nombre de Bernoulli. Ah oui, non, oui, c'est On le n'a nombre de pas Bernoulli. parlé de C'est les nombres de Bernoulli. Alors les nombres de Bernoulli sont définis. Ouais, mais là, Il y a un truc. non, mais il n'y a pas la définition. Mais... Ouais, il n'y a pas la définition.
Et si, là par récurrence, justement, C'est pas la définition. Oui, c'est pas vraiment la définition. Mais en gros, c'est des nombres, enfin, c'est une suite de nombres qu'on définit avec des polynômes. Et donc, elle apparaît dans ce calcul-là. C'est une suite qu'on peut calculer, enfin, c'est des nombres qu'on peut calculer de manière récurrente. Bon, il y a cette formule, mais normalement, il y a une formule plus simple. En gros, on se sert de tous les nombres d'avant pour les calculer. Il y a une définition, c'est juste des polynômes qu'on évalue après en zéro. Peut-être vous aurez la chance d'étudier ça dans des sujets plus. C'est des suites de polynômes. Pas trop méchante, hein. D'autres questions? Oui, il faudrait expliquer un peu plus en détail pourquoi c'est fallacieux la preuve de... Parce que par exemple, sur le théorème, quand on réarrange les termes, par exemple sur le A, si on somme les termes par paire, on a 1 moins 1 plus 1 moins 1, donc ça fait 0 plus 0 plus 0, on arrive à 0. Et en même temps, si on prend que le 1 et qu'ensuite on somme toutes les autres paires, ça va faire 1 plus 0 plus 0, donc 1. Du coup, on arrive déjà, rien qu'avec A, on arrive à 2 résultats différents. On pourrait refaire la même chose avec C et B. Mais cependant, avec les vraies sommes, avec les vraies séries, quand on change l'ordre des termes, c'est pareil, c'est pas toujours la même chose. Oui, Parce que c'est des Alors séries. pourquoi dans les vraies séries, on a le droit de définir les vraies séries, on n'a pas le droit? Justement, parce qu'il y a un ordre de sommation. Ça dépend si on fait des familles sommales ou alors si c'est juste une série, il y a bien un ordre de sommation et il l'importe beaucoup. Parce que vu que c'est des sommes infinies, c'est ça la différence avec des sommes finies, c'est qu'on ne peut pas sommer dans l'ordre qu'on veut, l'ordre a vraiment un impact. Mais quand même, là, étonnamment, on tombe sur moins un 12e, quoi. Oui, parce qu'on s'arrange pour faire en sorte que ça tombe sur moins un. On pourrait obtenir n'importe quoi, c'est ça que vous dites. Moi je pense, les rationnels, je pense que c'est facile de trouver tous les rationnels. Les irrationnels, je dis pas que... Les irrationnels, je pense pas que c'est si facile de trouver. Vous pourrez montrer que c'est n'importe quoi. Je pense, oui. En faisant plein de magouilles comme ça doit marcher. En fait, c'est un résultat logique, parce que comme si tu supposes les 3 opérations, parce que c'est une méthode de sommation, donc on sait qu'il n'existe pas de méthode de sommation qui soit à la fois régulière, stable et linéaire, et donc c'est les opérations qu'il faut. Et donc s'il commence à s'autoriser ces opérations-là, c'est faux, ça peut impliquer n'importe quoi. Il doit a priori trouver n'importe quoi. Donc, on sait en logique que le fond, n'importe quoi. D'autres questions? Vous avez défini les homomorphies à base de compacts, vous pouvez expliquer ce que c'est? Non, c'était pas des compacts. Non. Remettez la définition. La définition, il y a un ouvert. Un ouvert. Non, on s'en fout. En fait, c'est juste une fonction dérivable dans C. C'est le même principe. C'est la même définition que c'est dans C. Juste après. Ah, juste après, c'est pas comment tu l'as dit. Ah oui, comment on l'a démontré? C'est un théorème, pas de cette année, mais beaucoup plus simple pour démontrer ça. On peut le faire aussi en juste majorant zeta de S plus H moins zeta de S. Et en majorant, ça fonctionne. C'était déjà une question qui a été intervenue, c'est un fermé borné. N'écoute pas les réponses. Oui, bien sûr. Et du coup, l'avantage de l'holomorphie, c'est que c'est bien plus rigide que C1 ou C infini. Et du coup, quand on prolonge par holomorphie, on a un prolongement unique, contrairement à si on prolonge juste par continuité. C'est vraiment une propriété super intéressante sur les fonctions complexes.